Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Bienvenue à tous chez Astro Curieux et j'espère que vous allez tous bien. On va commencer donc un nouvel épisode sur la playlist des Warp Drive. Donc ça fait des mois que je vous l'avais créé et ça fait quelques mois même aussi que je n'avais pas créé de nouvel épisode. Mais je sais qu'il y a des fans sur ma chaîne qui adorent ces épisodes-là. Et donc voilà, on va faire un pur podcast, hein. Il n'y aura pas d'image. Ça c'est beaucoup plus simple pour moi de créer ces épisodes comme ça. Et puis même, pour illustrer, c'est très compliqué, comme vous vous en doutez, étant donné qu'on fait de la théorie et qu'on parle un petit peu de sujets de science-fiction, c'est très théorique. Donc il y a très peu de sources fiables et réelles qui peuvent être illustrées. Voilà. Mais bon, on se fait plaisir, on va faire preuve d'imagination encore aujourd'hui. Et dans cet épisode, on va parler donc des initiatives gouvernementales qui concernent la technologie Warp Drive, les initiatives privées, comment, par exemple, les contributions, quel type de contributions dans les différents secteurs privés de la technologie Warp Drive. On va présenter aussi quelques startups et des grandes entreprises qui investissent dans cette technologie. On va parler des avancées technologiques et scientifiques, les défis techniques et éthiques, donc sur par exemple, les potentiels obstacles techniques qui restent à surmonter. On parlera aussi de l'impact sur la société, bien sûr, et de l'exploration spatiale. Et on fera une belle conclusion. C'est un épisode qui sera assez conséquent, je pense. Mais voilà, je ne pense pas qu'il dure plus de 30 minutes, à mon avis. Installez-vous confortablement et très bon épisode à tous. Allez, pour commencer cet épisode, déjà, on va parler des initiatives gouvernementales. Forcément, elles jouent un rôle pivot dans le financement de la régulation et de la recherche sur la propulsion Warp. Et donc, vous avez des agences spatiales du premier plan, comme la NASA aux États-Unis, et l'Agence spatiale européenne, l'ESA, en Europe, qui investissent dans des programmes de recherche qui examinent les fondements théoriques et les applications pratiques de cette fameuse technologie Warp Drive. Alors bien sûr, on va parler un petit peu de développement et de collaboration, si je puis dire. Vous avez donc la NASA Eagle Works Laboratory, qui est un exemple notable. C'est le laboratoire Eagle Work de la NASA qui se consacre à l'exploration de nouvelles formes de propulsion, et y compris les théories autour de la métrique d'Alcubierre. Et donc, qui propose un modèle théorique pour déplacer le vaisseau, comme je vous l'ai très souvent rappelé, à des vitesses supérieures à celles de la lumière, sans violer les lois de la physique. Alors, la coopération internationale, comme celle entre la NASA et l'ESA, elle aide forcément à combiner les ressources et les expertises pour surmonter les défis techniques et théoriques majeurs qui sont associés à la propulsion Warp, et donc en mettant en commun des études de faisabilité et des simulations avancées. Le financement et les programmes de recherche, donc nous avons plusieurs points. L'investissement public, c'est des fonds considérables qui sont alloués à la recherche fondamentale dans les domaines de la physique quantique et des phénomènes relativistes, et c'est essentiel pour avancer dans la compréhension de cette technologie Warp Drive. Ces programmes, ils sont souvent partenaires de grandes institutions académiques et de think tanks, comme on peut le dire. Et bien sûr, forcément, vous avez des initiatives gouvernementales vraiment spécifiques, comme des subventions ou des crédits d'impôt, qui vont encourager les entreprises et les startups à développer des technologies qui peuvent un jour être appliquées à la propulsion Warp. Parlons un peu maintenant des initiatives privées. Ça, c'est important aussi. Le secteur privé, il est motivé par la possibilité de commercialiser de nouvelles technologies révolutionnaires. Et donc, forcément, ça joue un rôle énorme et crucial dans le développement de cette technologie Warp Drive. Donc, vous avez des entrepreneurs visionnaires et des entreprises aérospatiales qui sont à l'avant-garde de ces recherches. Donc, déjà, vous avez SpaceX et Blue Origin. C'est vraiment les deux grands géants de l'industrie aérospatiale qui sont dirigés respectivement par Elon Musk et Jeff Bezos, et qui investissent dans des recherches qui pourraient aboutir potentiellement à des applications pratiques de la propulsion Warp. Et donc, voilà, ils vont explorer en fait des concepts tels que la création et le maintien de bulles de distorsion spatio-temporelle. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, je me le répète, mais pour créer une bulle de distorsion, il faut quand même la quantité d'énergie d'une planète comme Jupiter. Donc on n'est pas prêt, les copains, de créer cette bulle. Alors bien sûr, vous avez aussi, pour continuer, des startups innovantes. Il y a de nombreuses startups émergentes qui sont soutenues par des capital risqueurs, ça se dit comme ça, intéressés par les technologies de pointe, et donc qui développent des prototypes et des technologies qui pourraient être utilisées dans les systèmes de propulsion avancés. Ça existe aussi dans la robotique ou dans l'IA. Développons un peu plus dans les technologies et les progrès, parce que vous avez aussi nécessairement besoin de développement de matériaux exotiques. La recherche sur les matériaux capables de supporter donc ces fameuses conditions extrêmes
les conditions extrêmes dues à la propulsion warp, elles sont en cours actuellement. Pas du tout au point, bien sûr, mais il y a quand même des progrès dans la nanotechnologie ou dans les nanomatériaux et aussi les alliages avancés. Et en plus, vous avez maintenant, grâce à l'IA et à des superordinateurs, on a accès maintenant à des simulations et des modélisations toujours plus performantes. Et donc forcément, les entreprises, elles utilisent ces simulations sophistiquées pour modéliser les effets et même les défis de la propulsion warp. Les contraintes quoi, que ça peut engendrer. Et du coup, ça les aide à comprendre les exigences énergétiques et les impacts potentiels de tels systèmes sur les vaisseaux spatiaux, ou même sur Terre, hein. Si on devait créer par exemple une bulle à proximité de la Terre, qu'est-ce que ça ferait? En ce qui concerne les défis et les perspectives, au-delà de l'excitation qui entoure la propulsion warp, il y a quand même des défis considérables en fait, hein, qui restent à surmonter. Et donc ça inclut non seulement des obstacles technologiques, mais aussi de questions de sécurité, hein, vous en doutez bien, et de coûts et de viabilité à long terme. Alors nous avons des barrières technologiques, bien sûr, il faut une énergie colossale. Les estimations actuelles, hein, suggèrent que la quantité d'énergie nécessaire pour générer une bulle warp est astronomique, hein, équivalente à plusieurs fois l'énergie totale disponible sur Terre. Aussi, vous avez un autre problème récurrent, c'est la stabilité de la bulle warp. Pour maintenir une bulle stable pour le voyage spatial, c'est un défi majeur qui nécessite des nouvelles théories et des nouvelles innovations en physique. Après, bien sûr, il faut prendre en compte la viabilité économique, hein. Il faut pas se faire, enfin, il faut garder les pieds sur terre. Il y a un coût de développement qu'il faut prendre en compte. Le financement de la recherche et le développement dans une technologie aussi avancée et spéculative, hein, ça représente forcément un risque financier significatif, en plus sans garantie de retour sur investissement à court ou à moyen terme. Et en plus, ça peut tout faire péter, bien sûr. Et après, bien sûr, il faut des infrastructures. Les infrastructures qui sont nécessaires pour tester, déjà, premièrement, et lancer après ces fameuses technologies Warp Drive, elles sont extrêmement coûteuses et puis infiniment complexes à construire et à maintenir stable, quoi. Il y a un point aussi, hein, qui est selon moi très important, c'est la considération éthique, bien sûr, et réglementaire. Il n'existe pas encore, hein, de cadre réglementaire international pour les voyages à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Et forcément, ça soulève des préoccupations en matière de sécurité et de responsabilité, hein. S'il y en a un qui fait n'importe quoi et qui rentre à la vitesse de la lumière sur la planète Terre, bon, si c'est un petit vaisseau spatial, il pourrait se faire certainement un peu brûler par l'atmosphère, mais à une vitesse de la lumière, je pense que ça ferait un énorme dégât, à mon avis. Donc les implications environnementales aussi, telles que donc, de tels voyages, par exemple, hein, particulièrement en termes d'émissions ou d'utilisation d'énergie, forcément, ça nécessite des évaluations approfondies. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ce genre de technologie. Pour le moment, à mon avis, de toute façon, on n'est pas prêt. Si on arrive à créer cette technologie, c'est essentiellement dans un cadre scientifique ou d'exploration spatiale, réservé à une très petite minorité de gens, mais c'est tout. Voilà, faut pas en faire un commerce. On n'est pas prêt du tout. Allez, dans cette partie-ci, on va parler de collaboration et d'innovation. L'intersection de la recherche gouvernementale et privée, donc sur la propulsion Warp, ça crée un environnement fertile, hein, pour l'innovation, et ça c'est excitant. Et cette collaboration, elle est cruciale pour partager les connaissances, les ressources, et même stimuler l'innovation, hein, dans un domaine aussi complexe, bien sûr. Donc vous avez des universités et des centres de recherche qui collaborent souvent avec des agences gouvernementales et des entreprises privées pour mener des recherches sur la propulsion Warp. Et vous avez des alliances mondiales entre pays et même entre industries qui permettent de partager les coûts et même de diversifier, si vous préférez, les perspectives scientifiques et technologiques. Et du coup, ça accélère le progrès dans le domaine, quoi, par exemple. Et donc, vous avez des innovations qui sont ouvertes. Vous avez un échange de données important entre différentes communautés. Vous avez des plateformes d'échange de données entre entités privées et publiques. Et du coup, ça facilite la diffusion rapide, hein, des découvertes et des innovations. Et puis après, vous avez des concours et des prix aussi, hein, comme même actuellement, ça se fait encore. Il y a des concours internationaux qui encouragent les scientifiques et ingénieurs à développer des solutions novatrices pour les défis associés spécifiquement à la propulsion Warp, hein, bien sûr. Alors, l'avenir de la propulsion Warp, elle dépend bien sûr des percées scientifiques, de l'engagement continu des investisseurs et d'une fascination publique pour l'exploration spatiale. Il faut que le public soit intéressé. Sinon, il y aura pas de, les gens n'accepteront pas de financer cela. Il faut les intéresser, les captiver, leur expliquer comment ça fonctionne. Et donc, les implications de réussir
à développer une technologie warp, elles sont vraiment profondes, hein, franchement. Et ça promet une nouvelle ère dans l'exploration humaine de l'espace, bien sûr. Et du coup, ça nous amène à parler d'implications pour l'exploration spatiale. Les voyages interstellaires, donc la capacité de voyager à des vitesses supérieures à celles de la lumière, ça pourrait rendre accessibles des étoiles à proximité ou d'autres galaxies. Mais d'abord, commençons par les étoiles à proximité, qui sont jusqu'alors hors de portée, bien sûr, et donc ça ouvrirait la voie à des missions interstellaires directes. Et ça nous permettrait donc de coloniser des nouvelles planètes. Donc forcément, avec des voyages plus rapides, ça faciliterait cette colonisation d'exoplanètes et ça élargirait potentiellement les horizons de l'humanité dans l'univers. Alors bien sûr, nous avons des innovations anticipées. Il faut parler des avancées en matériaux. Le développement de matériaux capables de résister aux conditions extrêmes de la propulsion warp, c'est crucial pour le succès des futurs voyages warp. Et ces matériaux sont en cours de conception, d'imagination, de perfectionnement, si vous préférez. Il va falloir aussi des nouveaux modèles énergétiques parce que, comme vous le comprenez bien, il faut une énorme quantité d'énergie. Et donc la recherche, elle continue pour découvrir des nouvelles sources d'énergie capables de soutenir cette technologie. Et ça pourrait transformer finalement de nombreux autres secteurs, y compris terrestres bien sûr. On pourrait très bien imaginer des appareils qui permettent d'exploiter l'énergie solaire directement à proximité de notre étoile par exemple. Et de retransmettre en fait cette énergie sur Terre, via différentes technologies qui n'existaient pas encore, bien sûr, mais cela pourrait exister. Allez, concluons sur cet épisode. Avant de parcourir quelques éléments techniques, je vous ai fourni donc une petite partie de cet épisode à la fin, où on va un petit peu reprendre tous les éléments techniques pour vous faire un petit rappel de tout ce qu'on a appris dans la playlist des Warp Drive. Donc en résumé, donc avant de commencer cette explication, bien que le concept de Warp Drive il reste forcément ancré dans le domaine de la science-fiction, vous avez bien compris, pour le moment, on est carrément dedans. Les avancées actuelles dans la recherche et le développement, elles ouvrent forcément la porte à des possibilités autrefois jugées impossibles, comme je vous l'ai de nombreuses fois dit. C'est la science-fiction apporte de nouvelles idées à la vraie recherche scientifique, et le développement technologique et scientifique, donc qui progresse, amène de nouvelles idées à la science-fiction, et donc c'est un jeu entre deux corps, entre deux aspects qui permettent de s'agrémenter l'un l'autre, quoi. Donc le chemin vers une technologie de propulsion fonctionnelle à des vitesses supraluminiques, elle est jonchée de défis scientifiques, technologiques et économiques majeurs. Mais bon, l'implication des initiatives privées et gouvernementales, la collaboration internationale, les innovations de start-up et tout ça, ça continue et ça progresse. Moi, je peux vous l'assurer, il y a des domaines de recherche, il y a de la recherche dans tous les domaines, pardon, je vais y arriver. C'est incroyable, tout ce qu'on découvre chaque jour, c'est impressionnant. Et donc forcément, dans l'avenir pourrait bien nous réserver des surprises extraordinaires. Je peux vous l'assurer, même par rapport à l'IA, ça avance très très vite. Bien, on va démarrer cette dernière partie qui sera très technique, mais c'est pour faire vraiment un bon rappel de tout ce qu'on a appris sur les bulles warp et la conception des vaisseaux. Alors bien sûr, construire un vaisseau spatial équipé d'une technologie de propulsion warp, c'est un sujet largement spéculatif, mais qui est vraiment fascinant et qui implique donc des défis technologiques et énergétiques considérables, hein. Donc on va essayer de se baser sur des extrapolations des technologies actuelles et des théories physiques avancées. Et comme ça, on pourra un petit peu estimer ensemble les aspects pratiques et financiers de ce projet futuriste. Alors tout d'abord, les besoins énergétiques et technologiques. Selon les modèles théoriques basés sur la propulsion d'Alcubierre, la propulsion warp nécessiterait une quantité de matière exotique avec une densité d'énergie négative pour courber l'espace-temps. Les premières estimations, elles indiqueraient que la masse nécessaire pourrait avoisiner celle de Jupiter pour voyager plus vite que la lumière. C'est ce que je vous avais dit dans l'épisode. Cependant, il y a des recherches plus récentes qui suggèrent que des optimisations des configurations de la bulle warp pourraient réduire ce besoin à quelques centaines de kilogrammes de matière exotique. Alors, la quantité d'énergie estimée, donc selon des études révisées, il faudrait environ 10 puissance 45 joules d'énergie, à peu près, qui serait nécessaire pour générer une bulle warp stable pour un petit vaisseau. Donc cette quantité, elle équivaut à plusieurs fois l'énergie totale produite par l'humanité en un an. Donc c'est pour vous donner une idée quand même, hein. C'est juste énorme, quoi. Concernant les spécifications de la bulle warp et du vaisseau, eh bien, pour créer une bulle warp viable, en fait, autour d'un vaisseau spatial, il faut respecter des paramètres précis. Tout d'abord, donc la taille de la bulle warp, qui doit être environ 100 mètres, à peu près environ 100 mètres de diamètre, pour englober totalement le vaisseau
et assurer donc une distorsion de l'espace sans effet nocif sur sa structure. Et donc forcément, la taille du vaisseau, la conception du vaisseau devra être optimisée pour l'efficacité énergétique et même la résistance aux conditions de voyage à haute vitesse, hein. Et il devrait avoir au moins une longueur approximative de 50 à 100 mètres. Alors bien sûr, c'est aussi le vaisseau, c'est aussi la taille du vaisseau qui détermine la taille de la bulle, hein, bien sûr. Alors, les coûts financiers estimés, les coûts associés au développement et à la construction et même à l'exploitation d'un vaisseau spatial avec une propulsion warp, hein, seraient astronomiques, bien sûr. Ça, on va essayer de refléter un peu l'ampleur du défi technologique. Alors tout d'abord, pour le développement de la technologie des matières exotiques, il faudrait des milliards d'euros, ce qui serait nécessaire pour la recherche et pour le développement initial. Donc ça inclurait des expérimentations à petite échelle, des simulations numériques avancées pour tester la faisabilité de la matière exotique et de la manipulation de l'espace-temps. Après, bien sûr, vous avez la construction du vaisseau spatial, hein, les coûts de fabrication d'un prototype de vaisseau équipé pour la propulsion warp, ça pourrait s'élever à plusieurs dizaines de milliards d'euros, en tenant compte des matériaux avancés qui sont nécessaires et de l'intégration des systèmes de contrôle de l'énergie qui sont extrêmement complexes, ordinateurs de bord aussi, l'IA et tout ça. Et après, bien sûr, vous avez l'infrastructure de support et d'opération, le développement d'infrastructures terrestres pour soutenir des missions spatiales à propulsion warp. Ça inclurait donc des installations de lancement spécialisées et des centres de contrôle avec des investissements supplémentaires de plusieurs milliards d'euros. Donc vous voyez, en résumé, bien que la conception d'un vaisseau spatial à propulsion reste une entreprise futuriste et hypothétique, ça soulève aussi des questions importantes sur les coûts, les technologies, les besoins énergétiques, et j'en passe. Et donc les investissements nécessaires pour rendre ce rêve une réalité, c'est énorme, quoi, presque impossible, c'est utopique. Et le chemin vers la réalisation pratique de la propulsion warp, elle exige des percées scientifiques et techniques qui vont bien au-delà des capacités actuelles, hein, bien sûr, mais aussi il va falloir, je suppose, vivre dans un monde, je pense, différent dans lequel on vit actuellement. C'est juste pas possible de financer ce genre de recherche, étant donné que la plupart de la population mondiale devient de plus en plus pauvre. Voilà. C'est selon les recherches que j'ai faites. Vous pouvez le voir dans le dernier épisode que je vous ai fait sur la géopolitique 2024. Il n'y a pas eu beaucoup de vues, mais en même temps, j'ai pas mis les bons tags, je pense. Mais c'est un épisode vraiment très intéressant, hein, sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui vous explique un petit peu que la situation mondiale, elle décroît, hein. C'est quand même de plus en plus compliqué. Donc vous imaginez bien que financer ce genre de recherche, c'est certes très intéressant, captivant, utopique. C'est même, ça serait incroyable, hein, de pouvoir voyager d'étoile en étoile. Mais déjà, préoccupons-nous de ce qui se passe sur Terre et de la population humaine et même de la planète Terre et des animaux et tout ce qui la compose, avant d'essayer de faire des trucs de fou et d'aller dans l'espace, quoi. Voilà. Ça, c'est un peu mon avis personnel, quoi. Après, je vous laisse vous exprimer dans les commentaires, hein. Vous pouvez donner votre avis aussi. On pourra échanger et en discuter. Voilà. Bref, j'espère que cet épisode en tout cas vous a plu. C'est, je pense, l'avant-dernier épisode, hein. Après, c'est beaucoup de blabla et un petit peu de résumé aussi pour créer, on va dire, un rappel de tout ce qui a été fait dans les derniers épisodes. Mais si vous avez d'autres commentaires, si vous avez des questions, des sujets particuliers sur lesquels vous voulez discuter, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et j'espère que ça vous plaît toujours autant, ces épisodes sur les Warp Drive. Voilà. Et que ça vous a peut-être donné l'envie aussi de reparcourir, pourquoi pas, dès le premier épisode. Voilà. Prenez tous soin de vous en tout cas, et à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.